Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo où je suis donc accompagné d'un special guest qui est Psychosis. Salut Psycho. Salut. Alors, ça me fait plaisir de t'avoir pour cette vidéo puisqu'on va notamment parler de Ice Ribbon, donc le show 1076, et tu es un spécialiste dans cette promotion. Eh bien, je regarde la promotion depuis le début de l'année 2020. J'ai pu, comment dire, j'ai regardé pas mal de choses qui se sont passées avant. Euh, Après, on va aussi parler de Impact. Effectivement, Bound for Glory qui s'est déroulé dans la nuit du 24 au 25, voilà, dans la nuit de samedi à dimanche, qui était d'ailleurs le plus gros show de l'année pour Impact. Voilà. Et pour Ice Ribbon, c'était le show 1076, donc où il y avait notamment un match pour le titre Fantastice. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est déjà le titre Fantastice, Psycho? Eh bien, le titre Fantastice, c'est un titre qui est défendu à la stipulation que le champion choisit, enfin que la championne choisit. Il y aurait une stipulation à chaque fois, euh, on peut dire originale, pour ces matchs, tout simplement. Effectivement, et la championne, si je me trompe pas, la première championne, Risa Serra, depuis environ 2 mois, il me semble. C'est ça. Oui, qui a donc défendu dans le main event contre Matsuya Uno. Et on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite avec Bound for Glory. Donc toi, Psycho, Bound for Glory, t'as vu les highlights des matchs, c'est ça? C'est ça. Alors donc Kick-Off, bon Kick-Off c'était un peu basé sur l'introduction au Hall of Fame de Ken Shamrock, il y a eu des discours, Bret Hart, Mick Foley. Ça m'a surpris d'ailleurs voir ces deux anciens catcheurs dans une vidéo pour Impact. Et on a donc le premier match, The Rascals contre les Diners, victoire des Diners. Voilà, c'était pas très long. J'ai mis 2,5 à ce match. Je sais pas si dans les highlights que t'as vu, il y avait le kick-off ou pas. Non, il n'y était pas. Pour l'introduction, j'ai oublié l'introduction faite par The Rock également. Oui, mais c'est juste après le match du kick-off, c'est pour ça. D'accord, désolé. Non, il a pas de souci, de toute façon. Ça montre que tu étais impliqué, tout va bien. Donc, ouais, le match de kick-off, qui était bon, de l'action assez cool avec toujours les Rascals qui sont très cool dans un ring de toute façon. Et victoire des Diners, c'est logique, parce que de l'autre côté, les Rascals, ils ont déjà feudé pour les championnats par équipe, donc les Diners, c'est pas une équipe qui a déjà été spécialement pushée, même pendant le règne du North qui avait duré 1 an. Donc ça me paraît logique de les faire gagner, voilà. Alors ensuite, on a donc Matt Stripe. Juste avant, désolé de te couper, mais j'ai une petite anecdote sur Cody Dinners. Bah Elle vas-y, était écoute. championne des, elle était championne des knockouts. Je savais pas que Cody Ziller avait été championne de karaté, écoute. Cody Ziller qu'on peut désormais mettre avec le palmarès de Donna Purrazzo du côté d'Impact. Euh, donc voilà. Donc on nous annonce déjà que The Rock, donc grosse surprise, The Rock qui va introduire Ken Shamrock dans le Hall of Fame. On savait depuis le mois d'avril que Ken Shamrock aurait été introduit dans le Hall of Fame lors de Bound for Glory. Et le fait que ce soit The Rock, ça me surprend un peu parce que bon, ça m'étonne de le voir apparaître pardon, hors WWE. Je sais pas toi, Psycho. J'ai été très surpris dès que j'ai vu chez Impact, surtout que on peut dire que VVE et Impact sont plutôt concurrents, tout à fait, mais ils ne sont pas proches. Donc, The Rock soit apparu à Impact me surprend, même s'il n'est pas contracté chez WWE. Mais voilà. Donc ouais, après on a le discours, t'as Matt Striker qui est qui est commentateur du kick-off d'ailleurs, qui va introduire un peu Ken Shamrock, qui est à la vidéo du Rock, qui fait beaucoup de références en plus à WWE, WWF, avec l'attitude era, tout ça, c'était bien cool, le discours de The Rock, tu sais. Il est dans un jardin, je crois qu'il il doit être dans sa villa, le Rock. Et il est à l'aise, il est super cool, The Rock. Euh, voilà, Ken Shamrock, il qui remercie tout le monde, logique, tout va bien. Euh, Perso,
c'est une introduction, je le vois plus comme tu brises un petit peu le kayfabe, donc ça me gêne pas qu'il en remercie les gens. Ça me gêne pas que tu brises un peu le kayfabe, mais après tourne face, quoi. Parce que c'est comme ce qui s'était passé avec Lacey Evans dans une compagnie que j'apprécie beaucoup qui s'appelle WWE. Et et t'as Lacey Evans à Crown Jewel, elle affronte Natalia à Crown Jewel 2019. Je crois que c'est Crown Jewel, c'est ça? Hum, Il me semble que c'est oui, Crown Jewel, ouais, je crois. oui, c'est Crown Jewel. Donc, Je- premier match féminin d'histoire en Arabie Saoudite. Et t'as Lacey Evans et Natalia, elles sont en rivalité, elles se font des câlins et tout. Et ensuite, t'as Lacey Evans qui tourne face, ce que je trouve plutôt logique, personnellement. Que Shamrock, tu le vois plus tard dans son match contre Edwards, voilà. Le mec, il arrive, il veut le fumer, quoi. Ensuite, carte principale, donc t'as dû voir du coup le Six-Way Scramble match pour le titre X Division. Donc, victoire de Rui Raju, je suis vraiment surpris qu'il conserve son titre. Donc, la storyline, je t'explique un petit peu, c'était que au départ, t'as Rui Raju qui prend le titre à Emergence. Donc, le champion c'était Chris Bay et l'autre personne c'était TJP qui était dans ce freeway. Et ensuite, t'as tout le monde qui est un peu venu se greffer. T'as Willie Mack, ancien champion, Trey Miguel parce qu'on ne sait pas quoi faire, et Jordan Grace parce que c'est fun de mettre, de mettre une femme pour le titre X Division. Donc, je trouve que c'est bien d'ailleurs de faire ça. Et ouais, t'as tout le monde qui s'est fait en rivalité. T'as eu un six-man tag il y a pas longtemps, où c'était d'ailleurs Trey Miguel qui avait pin le champion pour prendre du momentum. Et du coup, t'arrives sur ce scramble et Rui Raju qui conserve. Je suis un peu surpris, personnellement. Perso, je pensais qu'ils allaient donner la victoire à Chris Bay parce qu'il a été champion X Division récemment, mais il l'a conservé moins d'un mois et il l'a perdu en moins d'un mois. C'est plutôt ce que je voulais dire. Rui Trajo, ça fonctionne pas tout simplement. Le match, de ce que j'ai vu dans les highlights, je vais pas dire que j'ai regardé le show entièrement parce que euh, c'était très solide, l'action, ça avait l'air d'être non-stop, comme un petit peu le but du championnat X Division. Bref, ça avait l'air d'être très solide. Effectivement, l'action in-ring est super solide. Moi, personnellement, je suis allé à 3,5 parce que bon, après, c'est pas. J'ai vu des gens qui aient mis plus, mais c'est pas trop ce que j'apprécie voir. Mais faut reconnaître que c'est très cool et que les mecs dans le ring, ils s'entendent bien, ils ont beaucoup de talent. J'adore Chris Bay, j'adore TJP. TJP qui est un de mes catcheurs préférés à Impact dans un ring. Donc, ouais. Après, je voyais personnellement TJP gagner le titre, vu que TJP, c'est le mec qui a été dans la rivalité depuis le début, qui a gagné des matchs sans pin les gens, qui est passé un petit peu en feu follet, et qui gagne pas le titre au final, je trouve ça. Personnellement, je pensais que TJP allait gagner le match. Je sais pas, toi, qui tu voyais remporter le match, à part Chris Bay. Comme À, à part Chris Bay, je sais à pas. Chris Bay. Dans ce cas-là, le fait que le champion conserve, c'est pas illogique, surtout qu'il est champion depuis peu. Euh, Même si ça fonctionne pas, je voyais absolument pas Jordan Grace le remporter. TJP, il vient, il vient de revenir tout récemment. Si Bah, le euh, problème de TJP, c'est qu'en même temps, il fait les shows New Japan Strong. Donc, ça a dû jouer sur le fait qu'il gagne pas le titre. Après Impact et New Japan, ça va, ils ont une mauvaise entente, ils ont fait quelques Wrestle Kingdom, notamment les premiers. Euh, Franchement, leur entente, il n'y a aucun problème. Après TJP, je suis pas sûr qu'il soit signé chez Impact. Non, non, il est pas signé. C'est comme par exemple, en plus, ouais, comme tu dis, bonne entente, t'as des catcheurs comme Okada qui sont passés par TNA. Okada, je crois Naito était à la TNA également, à un moment pour son développement. Ouais, Yujiro Takahashi aussi, Ça, j'ai pas le souvenir. Tana. Ça, j'ai pas le souvenir, tu vois, du Jiro Takahashi chez TNA. J'ai jamais vu. Justement, il faisait équipe avec Naito, une équipe qui s'appelait No Limit. Ouais, faudra que j'aille voir ça, parce que Yujiro Takahashi, c'est intriguant de le voir dans un style TNA, quoi. Donc ensuite, t'as If et Rhino en coulisses. Et Rhino, il a l'air mort. Rhino, il a l'air mort mentalement. Et If qui le
il le motive, et ça, j'ai trouvé ça super. Vu ce qu'on va avoir après. Donc, le Cold Urchin Gauntlet et la victoire de Rhino. Donc, dans le match, il y avait pas mal de surprises. T'as Daivari qui rentre en 2. Donc, Rhino en 1. Comme l'année dernière, le premier entrant qui gagne l'année dernière, c'était Eddie Edwards à Bound for Glory 2019. Et on sait ce qui s'est ensuite passé avec Eddie Edwards, devenu champion du monde à Slammiversary. Et j'ai été bien surpris de voir James Storm revenir. Moi également, je m'y attendais pas du tout, surtout qu'il était chez NWA, mais sachant que la compagnie a fermé, il me semble, La compagnie fait plus de ils ont shows. juste arrêté les shows. La compagnie fait plus de shows. Après, je pense pas qu'elle est fermée officiellement NWA, vu que t'as quand même eu un changement de titre récemment dans un show UWN. T'as Trevor Murdoch qui a pris le titre national de NWA contre Aaron Stevens. Donc ouais, non, NWA a pas fermé, ils ont toujours les titres actifs. C'est juste qu'ils sont dans des fédés qui sont un peu qui font très peu de shows, qui font que du pay-per-view. Voilà. Non, NWA a pas fermé, je viens de voir la formation, c'est juste arrêter les shows pendant le confinement et je pense que ça reprendra d'ici 2021. D'accord, je vois. Bah, notamment Daivari, c'est pas Aria, c'est Sean Daivari, celui qui était chez WWE en 2006, qui accompagnait The Great Khali. Sinon, qui est-ce qui m'a surpris? Tenille Dashwood. Tenille Je m'y Dashwood, attendais pas qu'il retourne dans ce match. Tenille Dashwood, il l'avait annoncé dans les weekly. Donc, dans les annoncés dans les weekly, je vais te dire, t'avais Rhino, Tommy Dreamer, If, AC Romero, Hernandez, Tenille Dashwood, Alicia Edwards, Brian Myers, et y a qui d'autre? Et c'est tout, je crois. Et Avoc. Et Avoc. Il y avait Spogel, Spogel, qui Fogel, était là. il était là dans le dernier Gauntlet à Bound for Glory. À Bound for Glory 2019. Je trouve ça répétitif de le faire venir. Surtout qu'il était dans le même genre de match. Il me semble qu'il était dans le Gauntlet Rumble du pay-per-view de Luke Gallows et Karl Anderson. Je sais qu'il était ouais, il me semble qu'il était dans le Gauntlet Rumble du pay-per-view de Luke Gallows et Karl Anderson au début du mois d'août, donc Tolkien Shop et Mania. Ils ont d'ailleurs promu le deuxième show qui sera mi-novembre, donc ils l'ont promu, Impact l'a promu, étant donné que Gallows et Anderson, enfin maintenant Machine Gun et Doug Gallows sont là-bas. Sinon, quelle entrée ma surprise? Ouais, Principalement Storm. ce que t'en penses de la victoire de Rhino, puis le fait qu'il pine Sami Callihan, parce que quand même Callihan, je pensais que le plus intelligent à faire, c'était de le faire éliminer en passant par-dessus la troisième corde. Euh, je suis partagé dans le sens Rhino, pour moi, peut-être que l'avoir fait en entrée numéro 1, c'est peut-être un peu trop. Après qu'il pine Callihan, par rapport à la storyline qu'ils veulent donner, c'est il veut tout faire pour conserver son job. On voit qu'il a tout donné, Enfin, j'ai l'impression quand même que sa perf était en demi-teinte. Pourtant, j'aime beaucoup Rhino. Euh, le fait qu'il pine Callihan, je trouve que c'est une bonne idée de la part de TNA. Surtout que Callihan, comment dire, il n'a pas grand-chose à perdre, quoi. Elle est quand même bien, enfin, quand même bien crédible. Je dirais pas qu'il est bien crédible, Callihan, mais quand même, c'est celui qui, pour entamer l'année 2020, était encore le champion World Impact. Et il le perd rapidement, il le perd contre les sables en char. Et derrière, Callihan, il perd tout le temps jusqu'à ce qu'il tourne huile. Qui, euh, Enfin, il perd tout le temps. À un moment, il apparaît plus. Et après, il se fait fumer par Shamrock. Où il tourne contre Ovi, voilà, et là, ça commence un peu avec Callihan à dérailler. Il perd tout, il perd au premier tour du tournoi pour number one contender au titre World. Kellyanne, après, c'est remonté un peu l'utilisation avec le moment où ils l'ont mis avec Shamrock, pardon, en équipe. Donc là, le faire redescendre, je sais pas si c'est là. Enfin, le redescendre. En soi, il est avant-dernier du Gauntlet, donc deuxième du Gauntlet, du coup. Je vais y arriver. Du coup, il est deuxième du Gauntlet. Et enfin, le fait qu'il se fasse pin, je suis pas trop d'accord après. Après, en soi, le Gauntlet est bien booké. C'est pas comme le Gauntlet féminin Slammiversary. Là, j'ai mis 2,75 parce qu'en soi, il y a de la bonne action, il y a des bons trucs.
spécial à dire de plus par rapport au Gauntlet. Ok, donc ensuite on a des interviews backstage avec Adam Page Jr. Ensuite, t'as EC3 contre Moose. Donc d'abord, je vais te présenter un peu, je vais présenter un peu même à ceux qui ne suivent pas Impact régulièrement la storyline. En fait, t'as Moose en avril à Rebellion, donc au pay-per-view d'avril. Il se ramène avec le titre de la TNA et il dit moi, je suis le vrai champion World d'Impact. Moi, je suis le meilleur. Je suis un dieu du catch. Je suis une légende. Voilà quoi. Moose, dans son arrogance habituelle, il est génial, Moose. Très gros charisme. Il joue son rôle à la perfection. Dans le weekly, après Slammiversary, on a EC3 qui attaque Moose, qui lui vole le titre de la TNA, qui nous fait une El Desperado chez New Japan. Je sais pas si t'as la référence, Psychosis. Non, je ne l'avais pas. Ah bah c'est El Desperado qui vole le titre Never à Shingo, il y a pas longtemps d'ailleurs. Et t'as, donc ici Free qui fait ses speeches qui rentrent vraiment dans la tête de Moose. Moose le cherche partout dans les backstage à Impact. Et ici Free, donc il a un endroit, il se pose quelque part. Et, euh, et donc, ouais, je disais. Ouais, du coup, ouais, Moose est venu en se disant vrai champion d'Impact aussi parce que Impact manquait de World Champion avec Tessa Blanchard qui était pas là, effectivement. Et donc, ouais, ici Free, il fait ses speeches habituels, il dit, moi, je dois brûler le passé, donc ici Free, ancien champion de TNA. Et ici Free qui veut brûler même le titre de la TNA, et qui finit par... Moose finit par le retrouver, et ici, les deux mecs se battent, quoi. Et c'est Moose qui récupère le titre de la TNA, il me semble. Ouais, c'est Moose qui récupère le titre. Ouais, Moose, il va ici free. Mais je parle de leur bagarre en weekly. Je sais que Ah, Moose bat... Enfin, j'en parlais tout à l'heure, mais genre de leur bagarre en weekly, à un moment, je crois que c'était au Go Home Show. T'as Moose qui finalement il trouve ici Free, il se bat avec lui. Je crois ouais c'est Moose qui sort avec la ceinture et qui récupère la ceinture. Et du coup ouais ici Free est super, le mec il est badass. Et franchement il est super ici Free, j'arrive vraiment à m'investir. Et donc super look. ah ouais super ici Free, super gimmick tout. Et donc t'as cette affiche qui m'a hypé beaucoup. Donc c'est dans Undisclosed Location, donc c'était un, c'était un peu, on savait pas où ça allait se passer. Finalement, c'est dans une salle un peu comme ils avaient fait chez WWE avec Gargano contre Ciampa. Où c'est une salle où il y a rien avec un ring au milieu. Et ce que je trouve super, c'est que t'as les mecs d'ici Free, ces acolytes un peu, qui arrivent et qui entourent Moose pendant qu'il entre dans la salle. Ça, je trouve ça génial déjà en termes de psychologie. Euh, donc ouais, victoire de Moose par KO avec un coup de ceinture TNA. Et donc, avant, avant ça, déjà, je trouve que le match, en termes de storytelling, il est juste génial. Quoi. C'est mon deuxième match cinématique préféré de l'année, derrière le poignard match entre Taker et Styles à WrestleMania. Retenez bien cette information parce que c'est rare que je dise que l'un de mes matchs préférés est chez WWE. Euh, donc ouais, Moose, super. Le fait que Tifri dise avant la fin du match, contrôle your narrative. En fait, moi, comment je l'ai compris, ce storytelling, tout simplement, c'est que en fait, depuis le début, le contrôle your narrative d'ici Free, il est pas pour lui, il est pour les autres. Ça, je trouve ça génial. Et le fait même qu'il perde avec un coup de ceinture TNA. Moose, en soi, j'ai l'impression que dans le storytelling, il rend service à Icy Free parce que Icy Free veut un peu brûler le passé. Et le fait qu'il se fasse mettre complètement KO par le titre TNA, je trouve ça génial en termes de storytelling. Voilà. Je sais pas ce que t'as pensé de ce que t'as vu du match. Je connais pas trop bien la storyline, mais je trouve ça cool que ici Free qui veut se débarrasser du vieux titre TNA, mais que t'as Moose qui gagne le match en donnant un coup de ceinture du vieux titre TNA dans le sens tu voulais t'en débarrasser, bah, il va te faire perdre. Oui, ouais, après, de toute façon, le storytelling de ce match, je trouve qu'il peut être compris de beaucoup de façons. Je trouve que c'est un match assez ouvert en termes de storytelling, personnellement. Et chacun a évidemment sa vision de comprendre le storytelling. Et moi, personnellement, j'ai trouvé ça génial, justement, que Ici Free, ce petit contrôle de narrative avant la fin du match, il est tellement pas anodin parce que Ici Free, à ce moment-là, il sait qu'il va perdre.
s'aiment pas du tout et veulent vraiment se tabasser. Ça c'est cool dans le match, on voit beaucoup de hargne. Ouais, clairement, ouais. Non, mais les mecs, ils se foutent sur la gueule, c'est génial, tu vois. T'as des spots à l'extérieur du ring, ils se fument. T'as même ici Free qui jette mouche sur une barricade à un moment. Bon, on a vu, c'était un peu coupé, mais bon, enfin, voilà, l'idée est là, l'idée du match cinématique est présente, en tout cas. Et voilà, j'ai rien à dire de plus, si ce n'est que bon, c'est mon deuxième match préféré de la soirée, j'ai mis un. Même si il y a je trouve ça. Des fois, on note pas les matchs cinématiques, on les note pas, on fait un peu comme on veut. Personnellement, je suis allé à 4,25 pour ce match. Parce que c'est plus facile à noter. Un match cinématique dans ce registre-là, je trouve que c'est bien plus facile à noter qu'un match cinématique du genre Bray Wyatt contre John Cena. Je sais Après, pas. c'est un match cinématique, c'est plus un match pour faire comprendre l'histoire que vraiment l'action. Oui, oui, là, c'est un gros storytelling et je trouve que c'est. En plus, ce qu'Impact a bien fait, c'est que en termes de storytelling, je trouve que c'est très digeste et que t'as aucune information qui est inutile, quoi. Comme je le vois dans certains matchs cinématiques quelquefois, même chez Impact, où t'avais le Kalian contre Shamrock, des fois je trouvais ça chiant, quoi. Et là, je trouve que t'as beaucoup de storytelling, t'as vraiment beaucoup de storytelling, mais je trouve qu'il est très digeste et j'ai trouvé ça vraiment super. Ensuite, donc on a Ken Shamrock contre Eddie Edwards. C'est vraiment le match dans Bound for Glory qui te hype pas, quoi. Alors, et je trouve ça très cool qu'il l'ait mis juste après Ici Freemouth pour nous permettre justement de De passer, respirer. ouais, de respirer. Je trouve ça très cool. Au début, je me disais, putain, qu'est-ce qu'il est haut dans la carte de Shamrock contre Edwards, mais en fait, je trouve que c'est un choix super intelligent de la part d'Impact. Pas de surprise, victoire de Ken Shamrock, Ankle Lock. Parce que de toute façon, Edwards, il va redescendre dans la mid-card. Je sais pas ce que t'en penses, parce que même son run de titre de champion Impact, il est court. Moi, je les vois bien le faire redescendre dans la mid-card, quoi. Franchement, je ne vois pas redescendre non plus dans la mid-card, mais euh, parce que j'ai vu quelques matchs de son ring, j'ai trouvé que son ring était plutôt. Il a fait pas mal de matchs, mine de rien, beaucoup en weekly. Euh, euh, comment dire, je pense qu'il va avoir une descente aux enfers, puis remonter plus vite, Ah ouais, enfin plus haut. ça pourrait être très cool, effectivement, d'avoir en plus, Eddie Edwards, c'est quelqu'un derrière chez qui j'ai aucun mal à m'investir, qui est un énorme babyface, qui est vraiment très cool. Donc s'ils font ça, dans tous les cas, je serais très investi. Et j'ai toujours été investi en Eddie Edwards, même quand j'ai commencé Impact. Euh, Franchement, il est tellement cool. Ensuite, on a le four-way tag. Alors, match très cool, match assez long également. Il me semble, le match de 14 minutes 26, c'est l'un des plus longs matchs de ce Bound for Glory. Je crois que c'est le deuxième plus long match de Bound for Glory, il me semble, derrière le main event. L'action est très cool. Par contre, ce que je comprends pas, c'est de faire gagner de faire regagner The North le titre. C'était personnellement l'équipe que je voyais le moins gagner le match. Moi, j'étais parti sur les Motor City Machine Guns qui allaient conserver et affronter les Good Brothers plus tard en 2 contre 2 donc pour protéger l'affiche. Donc je vois pas trop l'intérêt de, de faire gagner le North. Je sais pas toi, Psycho, ce que t'as pensé de la décision de booking qui a été prise. Après, en soi, le match est très cool, mais voilà. Euh, comment dire, t'as De North qui sortait d'un très bon règne, qui l'ont ensuite perdu contre les Motor City Machine Gun, qui venaient de faire leur retour. Refaire gagner De North, peut-être que c'est parce qu'ils n'étaient pas convaincus du ring des Motor City. Après, comment dire, t'avais d'autres équipes, t'avais Ace Austin et Madman Fulton, et t'avais Good Brother. Je pense qu'ils auraient dû faire conserver les Motor City Machine Gun. Euh, mais comment dire, le fait que De North gagne me choque pas plus que ça. Bah, moi, personnellement, ça me choque dans le sens où, à part les Motor City Machine Guns, je voyais Ace Austin et Manuel Fulton gagner tout simplement parce que c'est l'équipe qui est, euh,
qui est construite la moins forte pour arriver à ce match tag. Donc je me suis dit, admettons, on a changement de titre, ouais, je vois bien Austin et Fulton gagner, surtout que bon, Fulton, il n'y a aucun souci à le booker fort, et Austin a déjà été dans le main event par le passé. Même s'il est déjà très jeune, Austin, excellent, excellent catcher, c'est un excellent worker, et il mérite totalement d'être dans le main event, j'ai aucun problème avec ça. Et du coup, ouais, c'était l'équipe bien construite, du coup, je pensais qu'ils avaient une petite chance, voilà. Euh, Aussi, on a. Ah oui, j'ai oublié de le dire avant le match, Alex Chili qui workait pas dans le match, parce qu'il y a grosse bagarre, gros brawl avant le match. Et t'as Alexander, il fout un pile driver à Shelley avant le match, donc je pense que ça justifiera le fait que les Motor City Machine Guns aient leur rematch et le droit d'avoir leur rematch, vu qu'il y avait Sabine qui était toute seule dans le match. Je sais pas ce que tu penses d'un éventuel troisième match entre les deux équipes. Je pense que s'il y a un troisième match, c'est pour redonner le titre au Motor City. Euh, je pense que c'est juste pour ajouter un petit peu de hit au nord, de Nord, euh, qui leur ont aussi fait gagner le titre. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, c'est un tombé volé. Euh, je sais, il me semble, il me semble pas. Il me semble que non. Non. Le tombé volé, c'est Roy Trajo qui fait le tombé volé. C'est Je pas. confonds. Ouais, j'ai du. Ouais, le tombé volé, c'est Roy Euh, Trajo qui fout un genou à TJP et qui fait le tomber sur Trey. Ouais, c'est ça. ah, bah, comment dire par rapport à ce match, j'en ai pas grand chose à penser, juste surpris des vainqueurs, bien que ce soit pas super illogique. Euh, parce que t'as un petit peu de North qui commençait à redescendre. Après, en même temps, ils ont été en haut depuis quasiment un an, Ouais, même voire plus. plus d'un an, il me semble. Ouais, Donc, je suis ils sont champions, je crois, entre mai 2019, je dirais, et juillet 2020. Et je dirais même, attends, ouais, juillet 2020, exact. Puis pas c'est, grand chose à dire par rapport au match. ouais. Juste un peu surpris des vainqueurs, même si au final, c'est plutôt logique par rapport à la storyline racontée avant le match. Ah ouais, tu vois, moi, je trouve que c'est l'équipe que je voyais le moins gagner, tu vois. Bon, après, je sais qu'Impact, il va rendre ça logique. Je sais qu'il y a déjà eu des choses illogiques à Impact à premier abord, et qui m'ont paru logiques en ayant la suite de la storyline. Mais là, tu vois, ouais, je suis bien surpris de la victoire du Nord, et je voyais pas du tout ça, quoi. C'est peut-être la seule chose dans le show que je voyais vraiment pas du tout. Ensuite, on a Diona Purrazzo contre Kylie Ray pour le Knockouts, et non, parce que Kylie Ray, en fait, a Diona Purrazzo dans le kick-off qui dit Kylie Ray, elle l'a toujours pas vu. Et bah là, Kylie Ray, elle vient pas pour le match. Et t'as Purrazzo, vu qu'elle est très intelligente, elle lance un open challenge et c'est Soyoung qui répond. Voilà. Purrazzo, voilà, Purrazzo, j'adore cette catcheuse, c'est ma catcheuse préférée à Impact, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Et son wheelwork, c'est particulièrement la chose que j'aime tant chez elle. Et là, son wheelwork, je trouve pas spécialement fabuleux de lancer un open challenge comme ça, je sais pas. C'est plus de l'arrogance qu'autre chose. Uniquement pour montrer je peux battre tout le monde dans cette division, peu importe qui j'affronte. Ouais, après, je sais pas, la meuf, quand elle fait son open challenge, je sais pas, je l'ai un peu pris, pardonne-moi l'expression, mais je l'ai un peu pris pour une conne, quoi. Surtout quand je vois Soyoung arriver, tu le sens à des kilomètres en plus que Soyoung, elle va venir. Je sais pas, je sais pas. Après, le match est super, c'est un match que j'ai particulièrement apprécié, je mets 3,75. Soyoung qui gagne, avec son panic switch, donc son finisher. L'action est particulièrement cool. J'ai deux catcheuses qui sont assez fluides dans un ring. Euh, et donc, deuxième changement de titre du show. J'étais pas prêt, mais je trouve ça logique en soi. Le fait, quand tu vois Su Young débarquer, tu te dis qu'elle va gagner. Oui, oui, mais quand tu vois Soyoung débarquer, je me doute qu'elle va gagner. Et des fois, j'ai des petits espoirs parce que moi, je vais pas te le cacher, j'étais bien pour Deonna Purrazzo pendant le match.
Et il y a des fois, il jouait bien avec le suspense, Impact. Il jouait bien avec le suspense. T'as par exemple, t'as Soyoung qui se prépare pour faire son Mandible Claw, Donapurazo qui compte, qui fait son double Fujiwara armbar, et Soyoung qui tente un Mandible Claw pendant l'armbar. J'ai trouvé qu'il jouait très bien avec le suspense. Pas grand chose à dire. Déçu subjectivement, mais très bien objectivement, voilà. Très, très bon booking pour moi. Ça me convient bien de voir Soyoung, une très bonne catcheuse dans un ring, ça me convient bien de l'avoir championne. Comment dire, je pense que c'était une bonne idée de la mettre championne. Surtout si c'est pour la faire revenir, tu vas pas la faire perdre. La faire revenir en Souyang. Effectivement. Et en plus, ce que je trouve ça bien, c'est qu'elle revient après Apurazzo qui lui pète le bras avec Victory Road. Elle défend son titre donc contre Suzy, donc Suzy le deuxième personnage de Soyoung. Et elle lui pète le bras et Soyoung qui revient comme ça, j'ai trouvé ça très très cool. Donc après, grosse annonce de la part d'Impact. Euh, L'année prochaine, donc en 2021, on va avoir le retour des titres par équipe féminins. Je sais pas, moi personnellement, j'ai pas connu ces titres à la TNA. Je sais pas toi, ce que tu peux me dire s'ils étaient bien mis en valeur à l'époque ou pas. Comment dire, ce titre Impact par équipe féminin, oh, c'était l'horreur. À C'était ce vraiment. point-là, t'avais quoi? T'avais des équipes qui étaient bien bookées, t'avais quoi? Au début, ils ont essayé de prendre ça au sérieux, puis ils ont remarqué que c'était nimp. Les matchs par équipe étaient pas bons. Enfin, après, c'est subjectif, mais je trouvais que les équipes n'étaient pas bonnes. Euh, T'as eu un moment, un règne, en gros, ils se sont dit, on va arrêter ces titres, on sait pas quoi faire avec. Du coup, les derniers champions ont été ODB et Eric Young. Oui, j'avais, je crois, la référence qu'Eric Young avait été champion de tag knockout. Ça me fait bien rire d'ailleurs quand je l'avais entendu. J'avais pas que c'était le dernier champion, mais là, ça montre clairement le rien à foutre. J'espère que Non, mais après, même, comment dire, à la fin du match, ODB contre Eric, et Eric Young contre Gail Kim et Madison Rain, Madison Rain, fin du match, c'est un logo de Gail Kim sur Eric Young. Eric Young qui tombe sur Gail Kim. Et du coup, incroyable. Et ouais, voilà, après Impact, avec même le règne de Tessa Blanchard en tant que championne du monde, et même là, je vois Jordan Grace dans un match pour le titre X-Division, je me dis qu'ils vont, justement, du coup, qu'ils vont peut-être bien les montrer à l'antenne, les titres tag knockouts. Surtout qu'aujourd'hui, t'as un éventail de knockouts chez Impact qui est quand même génial, je trouve. Je sais pas ce que tu penses de la division knockout, mais je la trouve très très bien fournie personnellement. par rapport, à la division knockout de chez TNA, je pense qu'il devrait faire comme Lucha Underground à l'époque. Euh, Tout simplement, tu enlèves les divisions et enfin, tu fais pas de division, tu retires le titre knockout et tu fais des combats intergender. En gros, des championnats mixtes à chaque fois. Retirer le petit knockout. Ah, je vois mal ça arriver personnellement. Surtout que en plus déjà t'introduis un nouveau titre féminin. Je pense pas que c'est pour fumer le titre solo. Je sais pas. Non, non, je dis pas que c'est ce qui va arriver, je dis ce que je pense qu'il devrait faire. Après, j'ai peut-être tort, hein. Non, non, personne n'a tort, y a pas de souci. Moi, je pense par contre que tu vois, justement, en plus, si tu donnes le titre à Tessa Blanchard, ton titre knockout, c'est ce que j'avais pensé au début. C'est pour ça, moi, je pensais que Sami Callihan allait conserver, c'est que ton titre knockout, il sert à rien, quoi. Si ta championne. J'ai rien contre ça, hein, mais si la championne mondiale est une femme, ça sert à rien de titre knockout. Techniquement, je suis pas trop d'accord avec toi, dans le sens qu'ils ont bien mis en avant du coup la division féminine. T'avais pas Tessa Blanchard qui était au-dessus de tout le monde, t'avais aussi Taya Valkyrie en tant que championne féminine, qui, si je dis pas de bêtises, avait battu Tessa dans un contre un. Ouais, pour gagner le Et du coup, titre, il y avait pour gagner Hum, le titre, je crois qu'elle battait ça, hein. Elle battait ça pour gagner le titre, d'ailleurs. euh,
Oui, oui, c'est ça, bah, même avec l'aide de Gail Kim, enfin, avec l'aide, pas vraiment, mais Exactement, et Tessa et Gail Kim qui s'affronteront dans Rebellion 2019 un peu plus tard dans l'année. quel Ouais. match, c'est super. Ah ouais, c'était super. Bah, Rebellion 2019, je crois que c'est possiblement mon pay-per-view préféré de l'année 2019 avec le G1 Supercard. Gail Kim, quelque chose de Impact, franchement, après c'est subjectif, mais pour moi c'était la meilleure catcheuse non japonaise du monde. En 2019 ou un peu plus tôt? Non, quand elle était dans sa plus grande forme. Oui, effectivement. Enfin, dans ses années chez Impact, enfin, de toute façon, même chez VVE, en 2009, elle était juste mal bookée. C'est vrai que c'est une très bonne catcheuse. Oui, mais Gail Kim, en tout cas, son match contre Tessa Blanchard m'a donné une forte impression. Et ouais, c'est un des meilleurs matchs féminins que j'ai vu à Impact personnellement. Donc ouais, victoire de Su Yung, nouvelle championne de Chaos. Est-ce que tu vois qui l'affronter justement? On parlait de Taya Valkyrie. Est-ce que tu vois Taya Valkyrie l'affronter? Je vois, si je vois quelqu'un l'affronter, je vois un Oh, rematch contre Porazzo. Euh, oh, je vais te souffler. Sinon, peut-être dans le futur, Kylie Ray. Ouais, oui, oui. Et je pense d'ailleurs que c'est Su Yung dans la storyline, je pense que c'est Su Yung qui a empêché Kylie Ray de participer au match. Je pense limite, c'est passé, je pense qu'ils vont faire un truc à long terme. Et que t'as Kylie Ray qui va prendre le titre à Su Yung, je sais pas, d'ici 6 mois. Ah ouais, ça serait très très cool. Très 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 cool. Après moi, ouais, je vois personne d'autre en soi. Si c'est ça qui s'est passé, je vois personne d'autre prendre le titre que Kylie Ray. Euh, Ensuite, donc, on a le main event. Eric Young contre Rich Swann, on arrive enfin. Déjà, j'avais une énorme hype pour ce match. Je trouve que la rivalité est d'une construction très très bien. Je trouve que les promos sont intenses. Je trouve que Rich Swann, c'est un super babyface. Eric Young, c'est un super heel. Forcément, ils peuvent que construire bien un main event de plus gros de l'année. Et je sais pas si t'as des, je sais pas si t'as suivi un peu de loin la storyline entre les deux hommes. Euh, je sais que t'as Rich Swann à cause d'une blessure, dit qu'il va prendre sa retraite. Euh, j'ai pas spécialement suivi la storyline. En gros, si tu veux, t'as Rich Swann qui est blessé déjà. Il est blessé en janvier. Rich Swann, il revient en juillet à Slammiversary pour le match pour le titre mondial. Et Rich Swann élimine Eric Young dans le match. Eric Young qui fait son retour également à Impact. Et du coup, Young, après s'être fait éliminer, de rage, il démonte la jambe de Rich Swann, la jambe qui était en plus blessée. Rich Swann revenait de blessure, comme je l'ai dit. Et Young lui démonte la jambe. Et Rich Swann est obligé de prendre sa retraite. Déjà, rien que après qu'il prend sa retraite, Rich Swann remonte la rampe d'entrée. Et Young lui défonce encore la jambe. Et il fait ça quasiment chaque semaine. Après, t'as Swann qui demande un title match. Et qui fait des trucs de rééducation. Et même pendant sa rééducation, t'as Young qui vient carrément dans la salle de sport pendant l'interview, qui défonce Rich Swann. Et je trouve ça très 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 cool de faire ça. Enfin, de faire ça. Enfin, de cette rivalité, quoi, je la trouve très très cool. Et je trouve que Rich Swann, ils le font. En fait, Rich Swann, c'est pas spécialement son face work qui m'impressionne, c'est le fait qu'ils te font t'investir vraiment très très bien en Rich Swann grâce au heel work justement d'Eric Young. T'as Après, pas je de... pense que Rich Swann, c'est un babyface excellent. Je pense qu'il a clairement pas besoin de Young en face pour qu'il s'investisse dans Swan. Euh, voilà. Je sais que Eric Young, dans les années 2014, enfin dans les années, en 2014, euh, il était babyface chez Impact. Je trouvais que ça ne allait pas du tout. Je trouvais après, c'est qu'une opinion. Mais je trouvais clairement que le mec devait être heal. Moi, de ce que j'ai vu d'Eric Young à Impact en face, c'est super Eric. Je sais pas si t'as des souvenirs de ce gimmick. C'était une gimmick bien mauvaise. Euh, euh, je sais pas quoi dire. Enfin, il était en équipe avec des super-héros, avec Shark Boy, avec Turkeyman, qui était Daniels. Non, Christopher Daniels qui avait été viré. Hein. Fist,
Fire match en 2007. Comment dire, du coup, pendant toute l'année de 2007, il s'appelait Curryman. De 2007 à 2008, il s'appelait Curryman. Cette Chris gimmick, Fire cette de gimmick 2008, ce gimmick est de assez. 2009. Je comprends peut-être les années. T'as Curryman qui remporte une vedette. C'est assez risible. C'est assez risible comme gimmick. Et Super Eric, je trouve ça pas très fameux en termes de construction. Et comment dire, qui se refait virer. Du coup, t'as Daniels qui revient. Voilà. Et donc, Ouais, non, Super Eric, c'était pas bien. voilà En gros, donc c'était sur un le, plan super-héros. voilà donc sur le facework d'Eric Young. Voilà. Et donc, du coup, pour en revenir à nos moutons, victoire de Rich Swann dans un match de storytelling qui était absolument incroyable. Et moi, personnellement, c'est un des matchs préférés de l'année, je vais pas te mentir. Il rentre dans mon top 5. Et voilà. Et tout le match, en fait, est construit. La Young, il arrive, il veut directement filmer la jambe blessée de Swan. Et, Eric Young, à un moment, il veut tenter une prise. T'as Swan qui le contre, il retombe sur le tablier, un peu sur la nuque. Et Young, il entame une phase de j'alterne le neck work et le leg work. J'y arrivé. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. Le mec, à un moment, même je me rappelle à un moment du match où je vois qu'il commence à peu se concentrer sur la nuque. Et je me rappelle faire Eric Young, oublie pas le leg work, oublie pas le leg work. Et à ce moment-là, il se met à fumer la jambe de Rich Swann. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà. Et pendant le match, tu as même une grosse référence de storytelling qui peut paraître anodine. C'est Rich Swann fait le même petit paquet à Eric Young qu'il avait fait à Slammiversary pour l'éliminer. Et Rich Swann le passe pas, t'as Young qui se dégage à deux. Et tu vois, t'as des éléments de storytelling comme ça pendant tout le match qui sont géniaux. Young super heel work, Rich Swann il a des retours qui sont très investissants. Moi je m'investis beaucoup dans les retours de Rich Swann pendant le match. Et finalement, la victoire du Babyface, je trouve pas que ce soit le meilleur choix de booking de faire gagner Rich Swann. Mais quelque part, le match, ça n'enlève rien à la qualité pour moi. Vu que Bound for Glory, c'est quand même le show anniversaire, non, mais le show principal de TNA, enfin, le pay-per-view principal Plus gros pay-per-view de de l'année. TNA. Comment J'ai dit plus gros pay-per-view de l'année, effectivement. Finir le pay-per-view par une happy end est quand même plutôt une bonne chose. Disons que tu sors heureux, enfin heureux, dans le sens, tu sors très content pour le babyface. En général, c'est dans ce genre de pay-per-view qu'il y a le plus de changements de titre. Bah là, il y en a eu 3. il y en a eu 3 quand même. Comme Aslami. Comme Aslami, t'en as 3. Je crois que t'as que les titres tag qui conservent. T'as The North qui conserve contre Kalian et Shamrock. C'est le seul match où t'as pas de changement de titre. Quelque part, après, c'est l'anniversary, c'est le show anniversaire d'Impact, c'est le deuxième plus gros show de l'année. Comment dire par rapport à ça, il y a énormément de changements de titre dans ces pay-per-view là. Enfin, après, je trouve que ça fout un peu le bordel, tu vois, par exemple. Depuis Slammiversary, Slammiversary et Bound for Glory, t'as 3 champions world différents. Truc, hein. Après, Bound for Slammiversary, c'est quand même en août. Donc, C'est en juillet, c'était mi-juillet. juillet. Pardon. Ouais, mais du coup, 3 mois, ouais, c'est vrai que c'est un peu juste. Peut-être pas assez de temps. Peut-être que Impact devrait déplacer Bound for Glory, Slammiversary, je sais pas, en juin par exemple pour Slammiversary. Bah, pour moi, dans le principe d'Impact, comme ils font environ un gros pay-per-view tous les 3 mois. Moi, je pense que Slammy devrait le mettre plus tôt dans l'année et mettre Rebellion en juillet, justement, pour faire un petit enfin, entre guillemets, un gros pay-per-view, mais pas le plus important. Slammiversary, un gros pay-per-view, mais pas le plus important. Bound for Glory. Je trouverais ça plus logique. Non, mais en fait, je dis des bêtises parce que Slammiversary, justement, ça indiquait la semaine du début de Shin
Euh, à l'époque, oui, à l'époque. Bah, donc, c'est normal de le faire ces eaux-là. Ils vont pas le faire à un moment sujet. Donc, non, je dis des bêtises. Slammiversary, c'est normal qu'il soit fait dans ces eaux-là, sachant que c'est l'anniversaire des débuts de la TNA. Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça le show. Effectivement. Et je trouve que tu as plutôt bien résumé, d'ailleurs, j'ai rien à ajouter. Et donc, ouais, moi je voulais justement d'ailleurs justement, vu que c'est le plus gros show de l'année, je voulais justement qu'il détonne et qu'il finisse sur une grosse 8. Et j'aurais vraiment kiffé. Tu vois. Genre, tu sais, Eric Young, c'est le genre de heel que j'adore détester. Et qu'est-ce que j'aurais kiffé finir sur cette 8. Putain. Euh, Bah, sachant qu'il y avait quand même pas mal de changements de titre dans ce match, dans ce show, on aurait pu penser que Young aurait pu conserver. Mais je pense, techniquement, qu'ils auraient peut-être dû quand même le faire conserver. Mais je trouve ça quand même, à mine de rien, en fait, pour moi, en fait, les deux résultats auraient été bons. bah, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, après, je dis rien sur la victoire de Rich Swann. Et de toute façon, ça me choque même pas qu'il gagne le titre et je suis même très content parce que Rich Swann, ça va être un excellent catcheur chez qui je serais très content de m'investir pendant ces rivalités. Mais faudrait lui donner un long règne. Là, Là, faut donner un long règne au champion world. Oui, je suis d'accord. Mais justement, Rich Swann, je le vois plus comme un meilleur chaser que champion. Bah oui, pareil, effectivement. Bah, après, c'est plus facile d'être un chaser quand t'es face que oui. Quoi. Oui, Sur, ça c'est sûr. surtout que... Même Eric Young, dans son work, surtout, ce que je remarque beaucoup, c'est que le mec, tu vois, tu sens qu'il est au top de la compagnie. Tu peux pas le mettre. Dans son wheel work, j'ai pas l'impression que tu puisses le mettre longtemps en chaser. Euh, Moi, perso, je n'ai rien à ajouter. Bah, c'est parfait alors. Donc, moi, voilà, j'ai donc, comme je le disais, j'ai vraiment bien surkiffé ce match et je trouve que c'est un véritable masterpiece en termes de storytelling. Alors, on va désormais passer au show Ice Ribbon 1076, Ice Ribbon 1076, qui a été diffusé sur Nico Pro le 22 octobre, donc le 22 effectivement, qu'on a regardé vendredi, il me semble. Il me semble qu'on le regarde vendredi. Euh, Jeudi ou vendredi. Mais Ouais, il me semble que c'est jeudi parce que je l'ai regardé après NXT UK, il me semble. Effectivement. Autant pour moi. oui, c'était bien jeudi. Donc, je sais pas, est-ce que t'as quelque chose à... Moi, je regarde pas Ice régulièrement. Est-ce que t'as quelque chose à expliquer par rapport à la carte et comment les matchs sont amenés? Euh, par, rapport à, par rapport à la carte, en fait, vu que c'est un show un petit peu. C'est pas un show principal, c'est un show où t'as une défense de titre, mais c'est pas un show où t'auras les plus grandes constructions de cartes. Le premier match, Mayayuki contre Taiyonma, ça n'a pas une grande construction, t'as juste deux clans qui s'affrontent, mais t'as pas spécialement l'impression d'avoir tant de hits que ça. Euh, Ensuite, le deuxième match, Tsukushi, Ibushi contre Mukochi et Tsukasa Fujimoto, t'as déjà une meilleure construction. Et comment dire, c'est une construction par rapport au show, enfin, par rapport à une autre fédération. Mais je pense que je vais pas parler des constructions des matchs maintenant, je pense que je le ferai pendant le match. Ça paraît plus logique, en fait. Effectivement, excuse-moi. Est-ce que Pas de soucis. ça Par me... rapport à Ice, c'est une fédération un petit peu comédie, mais tu peux avoir du sérieux, tu peux avoir un petit peu de tout. On pourrait dire que c'est un petit peu le DDT, mais chez les women's. Effectivement, le DDT où t'as d'ailleurs eu dans le Chocosino chez Ice. Ah là là. Alors, donc, on commence justement avec l'opener dont tu as parlé. Mayayuki contre Tayonma. Tayonma que je connais beaucoup d'actress.
J'ai trouvé qu'il y avait de la bonne action. Je suis allé à 3 étoiles, personnellement, pour 11 minutes 17. C'était bien cool, il y a eu des bons spots. Maya, je crois, qui travaille un peu la jambe de Taïonma entre les cordes à un moment. Je sais pas ce que t'as pensé de ce match, moi j'ai trouvé ça bien cool, personnellement. Je l'ai trouvé très chouette, je l'ai trouvé plutôt fluide. Comment dire, moi, Maya, c'est ma catcheuse préférée euh, en général, donc perso, je vais comment dire être investi dans ces matchs assez facilement. Taeyonma, c'est ma catcheuse préférée de chez Actress, Moi aussi, c'est ma catcheuse préférée d'actrice. Ouais. donc je vais pas avoir de mal à investir dans ce match. J'ai trouvé le match très chouette, de la bonne technique. Euh, j'ai bien aimé les strikes dans ce match. Euh, j'ai pas trouvé qu'il y ait eu de longueur, j'ai pas trouvé qu'il y ait eu de mauvais placements qui font parfois un match en gros est lent. Moi perso, bon, j'ai mis 3,5, un peu surnoté, je ne sais. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce match. Non, mais je te comprends, Par après. rapport à la construction, comment? Je te comprends, 3,5, ça se vaut totalement. Et peut-être que c'est même moi qui ai sous-noté le match. Parce que quand je vois que ça a duré 11 minutes, quand même, un match d'une durée relativement moyenne, quoi, c'est pas trop court non plus, et que j'ai mis que 3 étoiles pour un match que j'ai vraiment bien aimé, je trouve que c'est peut-être moi qui ai sous-noté. Par rapport à la construction du match, c'est juste que t'as deux clans. T'as Rebel Cross Enemy, c'est le clan de Maya, et t'as Joint Army, c'est le clan de Evan Murph. C'est pas son clan, un, c'est le clan dans lequel il appartient, mais il n'y a pas de leader. Eux qui s'affrontent et t'as parfois des victoires d'un clan, ou de l'autre. Enfin voilà, elles sont affrontées un petit peu en weekly dans des match tags avec des partenaires. Pas une grosse construction de match. C'est Ok. plus un film. Ouais, je vois après. Au Japon, tu fais beaucoup ça, les match tags pour construire, tu sais, par exemple, chez Dragon Gate. Là, je vais m'éloigner un peu, je le sens. Chez Dragon Gate, t'as tous les shows entre les pay-per-view, c'est quasiment que du match tag, quoi, Ouais, comme New Japan. effectivement. Donc ensuite, on passe à Amukochi et Tsukasa Fujimoto contre Ibuki Yoshi et Tsukushi. 13 minutes 09. Je trouvais ça cool sans être dans l'excès, quoi. Amukochi, j'accroche pas déjà. Euh, Par rapport à ce match, moi j'ai trouvé le match chouette. C'était un spot fest. Moi perso, j'aime beaucoup le spot fest, donc ça m'a pas dérangé. Par rapport à l'histoire du match, c'est en fait Tsukushi qui reproche à Tsukasa d'un côté euh, le fait que, vu que de base les deux sont en équipe, le fait que maintenant elle soit championne seedling avec Tatsukushi qui lui dit bah, c'est bon, tu t'es trouvé une autre équipe maintenant, tu te sur notre équipe à nous deux. Et du coup, voilà ce qu'il lui reproche. T'as de l'autre côté, t'as Amuko Oshi, bah, c'est la mère de Ibuki Ochi. T'as Ibuki Ochi qui veut prouver à sa mère qu'elle peut la battre, parce qu'en fait, t'as sa mère qui la prend bah, comme un enfant. Elle est mineure, donc il a pas de tort. Mais en gros, t'as sa mère qui la domine à chaque fois qu'elle se combatte, qui la domine à chaque fois, en gros, qui est toujours victorieuse quand elle se combatte. Et Ibuki qui a jamais pin Amuko. Amuko, comment dire, qui arrivait à prendre l'avantage, même quand c'était des 2v1, quand il voulait tenter des trucs en équipe sur elle, ça ne marchait jamais. Euh, voilà, du coup, t'as une rivalité entre la maman et la fille. Et de Ouais. l'autre côté, entre deux partenaires d'équipe. Et du coup, qui a déjà eu le single Tsukasa contre Tsukushi ou Amuko contre Ibuchi, où c'est vraiment dans le but d'amener ces deux singles? Tsukasa contre Tsukushi a déjà eu singles. Bon, ça fait longtemps, c'était en 2016. Euh, très bon match, franchement. Euh, enfin, je parle de celui de 2016. Ce match, d'ailleurs, je l'ai noté 3,25. Euh, et Amuko contre Ibuki, c'était un match, c'était assez récent, c'était peut-être affronté en juin, le titre de Amuko qui est le IW 19, pour le titre.
qui s'est défendu pendant, enfin, qui est revenu pendant la période du Corona. Je crois que Après, t'as un ils ont tournoi. fait un petit peu rien de ce titre. Ouais, je crois que t'as un Donc, tournoi pour déterminer la championne d'ailleurs. oui, oui, il y a eu un tournoi. Bah, c'était Amuko qui avait gagné. Elle est toujours championne. Ok. Rien de spécial d'autre à dire sur ce match. Peut-être le fait que euh, j'ai été surpris des victorieuses. Ok. Je m'attendais à. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'elle gagne, tout simplement. Euh, C'est. J'allais dire, ouais, moi, après, quand je vois Tsukasa, ça m'étonne pas qu'elle gagne. Je crois que Tsukasa, elle est quand même assez très bien bookée chez Ice. En tout cas, elle l'est chez Seedling, puisqu'elle est championne par équipe avec Arisa Nakajima. Mais chez Ice. Elle est vainqueur, Ice. Ok, ok, je vois. Euh, Euh, j'ai été surpris en fait parce que t'as Amuko qui n'a pas de challenger au titre IW19 et t'as comment dire les deux autres qui n'ont pas vraiment de programme et on sent qu'ils vont pas faire le programme. En gros, ils vont pas refaire Ibuki contre Amuko prochainement et Tsukushi contre Tsukasa. Ils le réservent vraiment pour la suite plus tard, limite probablement pour un titre. Euh, du coup, je pense que ce qu'ils auraient dû faire, c'est donner la victoire de Atsukushi sur Amuko euh, pour qu'elle puisse la challenger pour le titre AW19 pour la suite. Parce que sinon, le titre, en fait, il n'est pas défendu. Donc, autant trouver un challenger. Une challenger. Ouais, du coup, j'ai été surpris par les vainqueurs. Sinon, le match était cool. ouais, j'ai bien aimé, j'ai pas été aussi généreux que toi sur la note, j'ai mis 2,5. Moi, j'ai trouvé. J'étais pas trop investi, elles m'ont pas très investi dans le match, voilà. J'ai Euh, bien aimé les moments de storytelling. Euh, quand, notamment, t'as les deux vétérans qui nominent les deux, les deux jeunes. Tsukushi aussi est une vétérante. Elle a 23 ans. C'est les catch depuis 10 ans. et Depuis plus de 10 ans. C'est et- quand même assez oui, effectivement. impressionnant. Tsukasa a 37 ans, je crois aussi. C'est ça. Ouais, Amuko 38. effectivement. Euh, le fait que tu aies une hiérarchie entre les vétérantes entre comme ça, les vieilles et les jeunes. Ok, ok. Alors, donc ensuite, après le match, t'as Tsukasa qui va prendre un micro, et t'as Yuki Machiro, je connais pas du tout, qui va l'interrompre. Yuki Machiro, c'est quoi? C'est une rookie? C'est une rookie qui a débuté les non-matchs d'exhibition à Yokohama Bunkai Gymnasium en août très récemment. Ok. C'est la, c'est la trainée la plus récente. Ok. Donc, ouais, logique. C'est pour ce match pour donner de l'expérience à Yuki Machiro, je pense. 8 minutes, ça va, rien à dire de spécial. C'était un match cool sans vraiment m'impliquer, quoi. Kassa, elle est très très cool et je trouve que c'est peut-être la bonne personne pour faire grimper l'expérience de Yuki Machiro en singles. Moi, par rapport au match, j'ai absolument pas aimé. J'ai trouvé ça très. En gros, ça durait que 8 minutes, mais c'est quand même très long. Euh, on voit clairement que Yuki Machiro, en gros, n'est pas. En gros, est une rookie. Ah ouais, C'est, tu sens qu'elle est green, tu sens qu'il y a beaucoup de green. elle arrive en gros, elle arrive à rien faire correctement. Ouais, Pourtant, je l'aime bien, mais faut pas se mentir, elle est pas bonne. Bon, après, c'est très green et c'est sa première année, donc écoute, j'espère qu'elle va s'améliorer. J'ai pas trouvé ça fou, j'espère qu'elle va s'améliorer. Oui, Voilà. non, mais de toute façon, il y aura de l'amélioration pour le futur.
pour elle. Que ce soit Tsuka qui l'entraîne, c'est une bonne chose parce que c'est la meilleure catcheuse, clairement, in-ring. Là, c'est même, après, c'est que subjectif pour moi du monde. Après, c'était un match vraiment avec les basiques pour entraîner Yuki Mafiro. Peut-être été salé dans ce match, mais j'ai mis un sur 5. Ah, j'ai mis 2, je crois. Ouais, j'ai mis. Attends. Ouais, j'ai mis 2 exactement. J'ai mis. Ouais, écoute, 8 minutes, c'est pas dégueulasse, quoi. J'ai pas détesté le match, ça allait. Donc, ensuite, on a un six-man tag avec Rebel Cross Enemy, donc le clan de Maya, c'est ça? Contre les Frank Sisters, Akane Fujita, Hiragi Kurumi et Mochi Miyagi. Je crois que c'est la première fois que je vois Akane Fujita dans un ring. C'est un match que j'ai trouvé assez cool, globalement. C'est le meilleur match du show pour moi. J'ai les 3,5. 14 minutes 30 de très bonne action. J'adore Rina Yamashita. J'ai trouvé le work de Ram Kaisho très intéressant. Je m'investis beaucoup en Ram Kaisho dans les matchs que je vois d'elle. C'est très très cool. Après là, elle est avec des très bonnes catcheuses. Je pense à, justement, comme je disais, à Rina Yamashita. Ouais, voilà, meilleur match du show pour moi. Je sais pas ce que t'as pensé de ce match. Euh, Comment dire, comme le match tag du début du show, du début, en gros le deuxième match du show, l'action un petit peu non-stop, c'était pas mal Steve, c'était cool. Moi j'adore Rina Yamashita. Comment dire, de toute façon les 6 je les aime bien. J'aime beaucoup Fujita. Ram Kaisho sur le ring c'est pas ça, mais j'aime bien sa gimmick. Euh, C'était solide, j'ai beaucoup aimé l'action. Euh, Rien d'incroyable, mais ce qui est fait est très bien. Ok. J'ai mis aussi 3,5. Ok, bah 3,5, Euh, voilà. Très surpris, très surpris finish du match parce que t'as Ram Kaishu qui finit Akane Fujita. Je pense que c'est Fujita la challenger pour Ram Kaishu plus tard. Euh, et t'as Maika Ozaki et Rina Yamashita, c'est-à-dire les deux autres membres de Rebels Cross Enemy, hormis Maya, qui sont challenger pour les titres International Ribbon Tag Team Champion. Donc, perso, donner la victoire au Rebel Cross Enemy, je trouve pas ça illogique. Et donner la victoire pour Ram Kaisho, je trouve ça particulier, surtout que qu'elle va affronter Fujita pour le titre tout simplement. Et Le titre Triangle bientôt. Faire perdre Fujita alors qu'elle a un match pour le titre prochainement, ça paraît assez particulier. mais du coup, ce sera un match, un triple threat pour le Triangle. C'est qui la troisième personne dans le match? Justement, il me semble que c'est pas un triple threat, mais c'est particulier. Il me semble que ça va être un match pareil. Mais pour l'instant, ça n'a pas été annoncé. Pour l'instant, ils n'ont pas posté la carte entière, donc pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont s'affronter. On ne sait pas s'il y aura une troisième personne ajoutée. Ok, ouais, je vois, parce que le triple triangle, c'est un titre qui se défend, dis-moi, arrête-moi si je me trompe, c'est un titre qui se défend que en triple menace. Je vais t'arrêter parce qu'il s'est déjà défendu dans un match tag. Euh, Mais sinon, c'est un petit peu Ça va, j'y pas étais, contre. j'y étais presque, il n'y a qu'un match que j'ai pas vu, tout va bien, parce que, évidemment, je connais pas assez la compagnie. Ensuite, on a Haruka Umesaki et Saori Anou qui vont battre Suzuki, donc le champion mondial de Ice, et Yapi qui était sa partenaire d'équipe. Donc Yapi qui est là pour mettre en avant d'autres talents. J'ai mis 3 étoiles. J'ai trouvé l'action bien cool. Saori, j'aime beaucoup. J'ai pas vu beaucoup de Saori, puisque je regarde pas Oz Academy, mais j'ai pas vu beaucoup de Saori et j'aime vraiment beaucoup. Umesaki, j'adore son work chez Diana, j'ai vraiment pas de mal à accrocher
son in-ring et Suzuki Suzu, super. Franchement, j'ai rien à dire de spécial. Le match a duré 12 minutes, donc je suis allé à 3 étoiles, mais c'était vraiment de la bonne action. Euh, j'ai trouvé le match plutôt chouette, même Yapi, ils l'ont pas trop fait catcher dans le match, si je dis pas de bêtises. Euh, ce qui est plutôt une bonne idée parce que Yapi, c'est pas une bonne catcheuse, Je suis d'accord. pour être honnête. Saoriano, j'adore. J'adore vraiment cette catcheuse. Je la trouve vraiment incroyable. Suzuki, meilleur rookie. Est-ce que maintenant c'est encore un rookie, je sais pas. En tout cas, qui potentiel immense. Il est champion de World de chez Ice. Techni- Techniquement, Suzu Suzuki, je vais y arriver. Elle catch depuis fin 2018, je crois, Ribbon Mania 2018. En gros, elle catch depuis début 2019 parce que Ribbon Mania, c'est le dernier jour de l'année. Ouais, effectivement, voilà, Ouais, elle catch depuis globalement un peu plus d'un an. Ouais, Saori, faudra que je vois plus, hein. Mais pour l'instant, j'aurais vraiment pas de mal à voir plus parce que je trouve ça très 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 cool. Haruki Umesaki, je connais pas assez parce qu'on regarde pas souvent Diana. Euh, dire son travail était chouette. Ils ont fait gagner la bonne équipe. Yapi était là pour se prendre le pin. Bon, le match était cool, j'ai mis 3,25. Voilà. Donc, ouais, Haruka Umesaki, championne par équipe de Diana avec quelque chose que j'adore du côté de chez Actress qui est Miyuki Takase. Et je trouve elle enchaîne les bonnes perfs, Umesaki. Donc, ensuite, on passe au main event de Risa Serra contre Matsuya Ono pour le titre Fantastice, donc 14 minutes 21, conservation du titre de Risa Serra. Est-ce qu'il y a une grosse histoire, est-ce qu'il y a une belle histoire ou pas construite sur ce match? C'est assez compliqué à dire. Il y a de l'histoire dans le sens où Uno, qui est une catcheuse technique et qui a beaucoup affronté Risa Serra, après, t'avais pas l'impression qu'elles se détestaient, mais l'impression que c'était juste des personnes qui s'aimaient bien. Enfin, Suzuki a quand même voulu Risa Serra a quand même voulu la tuer. C'était un Icos match, enfin, en gros, ils l'ont appelé un give up only. Euh, moi perso, j'ai trouvé le match plutôt chouette, bon, très chouette, j'ai bien aimé. Moi perso, j'aime beaucoup les deathmatch. C'était pas un deathmatch, mais c'était un match plutôt violent. C'était limite. C'était un match t'avais très peu de prise portée. C'était surtout du hardcore. Et oui, soit. Peut-être un manque de rythme dans ce match, un peu gênant, mais non, moi j'ai trouvé le match plutôt chouette. Bah après, effectivement, le match, t'as deux visions différentes. Soit, en fait, vu que, comme tu l'as dit, il y a vraiment très peu de cash. C'est soit t'aimes le hardcore et t'aimes le match, soit t'aimes pas le hardcore et t'aimes pas le match. Moi, personnellement, j'aime pas du tout le catch hardcore et j'ai pas trop aimé le match. Donc, ouais, c'est deux visions qui sont, c'est bien d'avoir deux visions différentes d'ailleurs, pour expliquer. Et, ouais, ce match, c'est soit soit t'aimes pas, clairement. Perso, comment dire, moi vu que j'aime beaucoup le catch hardcore, j'ai bien aimé certains spots, j'ai bien aimé certains spots que je pense que tu n'as pas apprécié. Effectivement. Ouais, le spot, je crois que t'as un spot à la fin où elle lui plante des pics dans la tête, là. Oh là là. Des spaghettis. Ouais, des spaghettis. Ah là là. J'ai beaucoup aimé la fin de match. Euh, après, c'est un match qui n'est pas fait pour tout le monde. Euh, c'est pas un match en termes de in-ring qui va être fabuleux, clairement pas. Après, c'est
soit c'est un match totalement technique, euh, ou soit c'est un match hardcore. Ça a été plutôt un match hardcore. Ouais, donc je crois que tu m'avais dit, j'aurais pu mieux noter si c'était moins hardcore ou plus hardcore. C'est ça que tu m'avais dit? Oui, oui, bah, en gros, j'aurais pu mettre plus si le match avait été bien plus violent ou s'il avait été moins violent. En particulier dans le sens s'il avait été totalement dans le hardcore ou s'il avait été totalement dans la technique. Et là, vu que c'était un mix des deux, bah, Ouais. j'ai moins aimé après, j'ai beaucoup aimé le match quand même. Après, personnellement, après, c'est très subjectif. Mon avis est très subjectif. Mais j'ai pas trouvé beaucoup de technique dans le match, personnellement. Par rapport aux soumissions. Oui, oui, C'est pas un oui. match. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Donc, globalement, est-ce que tu trouves que le show était bien construit? Globalement, dans la globalité du show, est-ce que tu le trouves que le show avance bien, permet bien d'avancer les storylines, etc. Ah, bah, comment dire, après le match, moi j'étais aux anges, Non. t'as Maya qui est venue challenger Rissa. Ah, Euh, je voulais te laisser en parler. mais en tout cas, c'est pas la Maya du début du show. En fait, vu qu'elle a une double personnalité, une personnalité Crystal Snow chez Ice et Dark Snow chez Oz. Et ces deux personnalités sont totalement différentes l'une de et bien là, c'est Dark qui est venu challenger et ça. C'était super parce que je m'y attendais parce que je m'étais fait spoil. Et c'était quand même super. Des fois, Euh, les spoils, c'était inévitable, quoi. Des fois, moi, je me rappelle, c'est une petite anecdote. En début septembre, je me fais pas un NXT en direct, par un match du championnat NXT, t'as le 4-Way Ironman, là. Et je vais sur Insta le lendemain comme un effréné, comme un con. Et je me fais pas spoiler NXT, mais je me fais spoiler un truc beaucoup moins mainstream, puisque je me fais spoiler un match de championnat du monde de Zero One. Et même moi, j'en ai rigolé, quoi. C'est, t'as tous les comptes là qui vont publier des trucs de NXT, et la première image que je vois, c'est un truc de Zero One. Surtout que le truc de Zero One m'intéressait plus, donc c'est quand même assez con. pas de bol. Ah là là. Donc, ouais, voilà, c'est tout. Donc, pour le show Ice Ribbon, ça m'a fait bien plaisir de faire cette vidéo avec toi, Psycho. Et j'espère, Également. ouais, j'espère qu'on va te revoir sur la chaîne pour parler de catch. Ça fait bien plaisir, en tout cas. J'espère aussi. Du coup, je vais quand même répondre à ta question. Est-ce que le show a bien fait avancer les storylines? Un petit peu mitigé, mais plutôt. Après, t'auras un autre show avant. Enfin, t'auras deux autres shows avant le prochain gros show Ice. Donc, au final, ils ont le temps de construire. C'est October Ribbon Fest, c'est ça? C'est ça. Ouais. Qui se déroulera donc le 31 octobre, et donc on fera une review ensemble. Mais- Ce show m'aime beaucoup. Et je sais pas si t'as déjà le Risa Serra contre Maya, il est October Ribbon Fest. C'est ça. Ok. Il y a quoi d'autre comme match annoncé? Euh, Contre Umesaki pour le titre Ice Cross Infinity. T'as Rina Yamashita et Maika Ozaki contre Hiragi Kurumi et Mochi Miyagi pour le titre International Tag Team Ribbon Championship. Tu as également Fujita contre Ramka et Sho. Je pense qu'ils rajouteront une troisième personne vu qu'ils ont quand même trois shows pour le faire. Ouais. Tu as. Il y a quoi d'autre comme match? Il y a Il me le. semble Arisa Nakajima et Tsukasa Fujimoto contre Tsukushi et Saori Anou. Et Oh ça, là, franchement, ça me hype énormément. oh là là. Ah, déjà, j'entends les noms là. Là, déjà, ouais. Déjà, là, rien que ça, tu vois, en plus, ça donne putain d'envie de voir. Est-ce que c'est pas pour le titre sibling tag? Euh,
il serait capable. Ah, ce serait super, putain. En plus, t'as le dernier match là, pour le titre seedling, qu'est-ce que c'était bon. Et Ouais, Arisa et Tsukasa contre Yoshiko et puis Hiroyo Matsumoto. Si on est sur le même, c'était super. si on est sur le même calibre, franchement, je m'adorais. Bon, je préfère Tsukushi et Saoriano que Yoshiko et Hiroyo Matsumoto. Donc, perso, moi, je suis plus hypé par ce match que si on un rematch. Mais Ouais, bah moi aussi, moi je suis pas. Après, j'ai peu vu de Tsukuchi et de Saori, mais de ce que j'ai vu, ça m'a hypé plus. eh bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, bah on va se quitter, on va finir la vidéo. Malheureusement, ça m'a fait bien plaisir de parler avec toi. Bon bah, du coup, on fera bien évidemment une review de October Ribbon Fest et moi pour ma part, demain je tournerai ma vidéo review All Japan Pro Wrestling du 24 octobre, donc avec le match pour les titres tag, avec Shotaro Ashino et Kumarashi contre Suwama et Shuji Ishikawa. Et j'inclurai également mes pronos pour le prochain gros show de la DDT, donc Ultimate Party. Donc voilà, ça sortira d'ici après-demain, je pense. Et je vous dis salut à tous, à la prochaine pour Psycho également. Bye.